Larba Nadiba Voilà, d'accepter merci. cette invitation. Voilà, comme je disais, le podcast, c'est pour vraiment informer les Africains, et surtout les francophones, de l'outil, de la blockchain, parce qu'on a constaté qu'il y a un gap d'information. Et on s'est dit que, bon, si on invite ceux qui sont dans le domaine, on pourra vraiment en parler. Et donc, on a vu que sur LinkedIn, quand même, vous avez un bon profil très intéressant. Et vous êtes fondateur d'une association blockchain. Donc, on aura l'occasion de parler de votre association et tout. Mais d'abord, vous-même, Monsieur Larba Nadiba, vous êtes du Burkina Faso, c'est ça? Exact. Ok, donc c'est tout ce qu'on sait sur vous. On sait que vous êtes du Burkina. Maintenant, on ne connaît pas votre background, comment vous êtes arrivé là où vous êtes, dans quel pays, etc., etc. Je vais vous laisser la parole. Vous allez parler de vous, votre background, ce que vous faites actuellement, etc. Comment vous êtes arrivé dans la blockchain. Voilà, donc vous avez la parole. Ok, d'abord, je te dis merci, Rodolphe. Bazongo depuis Taïwan, c'est vraiment intéressant. Je m'appelle Larba Nadiba, je suis originaire du Burkina Faso. Et je suis en Allemagne depuis bientôt plus de 20 ans. J'ai fait des études en télécommunications, ensuite dans le domaine de la gestion d'entreprise, et avec un MBA à la fin. Et je suis dans mon parcours professionnel. Mon parcours professionnel a été beaucoup plus dans le domaine des technologies, naturellement. Et j'ai été développeur de systèmes. J'ai été directeur de technique d'une entreprise franco-allemande qui était spécialisée dans le domaine de la sécurité des systèmes. J'ai travaillé pour Siemens sur le plan allemand, européen et international, jusqu'à le Brésil, Taïwan aussi, certains pays, l'Australie. Et après ça, j'ai changé, je suis parti dans la société de télécommunications de l'Allemagne, l'opérateur historique qui s'appelle Deutsche Telekom. Et je suis à ce niveau dans la branche conseil du groupe. Ils ont une société qui fait le conseil, qui s'appelle DTCON. Et je suis là-bas en tant que directeur régional pour les pays de l'Afrique de l'Ouest et des pays francophones et lusophones en Afrique. Donc, je me charge, c'est moi qui gère tout ce qu'il y a comme business dans ce niveau. Je suis en relation avec les États, je suis en relation avec les opérateurs, les acteurs de régulation, ainsi de suite. Toutes sortes, tous les acteurs qui sont dans l'écosystème de l'économie numérique. Alors, maintenant, comment je suis arrivé au niveau de la blockchain? Il faut dire qu'en tant que technicien d'abord, parce que je suis d'abord technicien avant de toucher à tout ce qu'il y a comme gestion. Et cette passion, elle est profonde. Donc, j'ai commencé très tôt à suivre cette technologie, surtout à partir du moment où elle a été lancée officiellement à partir du lancement de la Bitcoin. Et moi, je suis spécialiste dans la cryptographie. C'est dans ça même que j'avais écrit ma thèse d'ingénieur. Et donc, ça fait que ça m'avait intéressé du fait que ça touche à la cryptographie. Donc, maintenant, sur ce postulat-là, je suis rentré pour comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que le système la technologie essaie de résoudre comme problématique. Et j'ai vu qu'il y avait une panoplie d'applications de la technologie blockchain, ce qui m'a amené à m'intéresser de plus en plus à ça. Et mon tout premier centre d'intérêt qui a concerné la technologie blockchain, c'est dans le domaine de la santé. Et quand je dis le domaine de la santé, vous savez, comme tu le sais, dans le monde, en particulier en Afrique, il y a plus de 30% des médicaments en circulation sont des médicaments, des faux médicaments. Et cette problématique est due au fait qu'il y a la chaîne de distribution
du fabricant, de la société pharmaceutique jusqu'à l'utilisateur, au patient, la chaîne là, elle n'est pas très propre. Donc, c'est cette traçabilité-là qui fait qu'il y a des faux médicaments en grande masse en circulation. J'avais regardé aussi les statistiques en Allemagne. J'ai vu qu'en Allemagne, il y avait un grand nombre, même si les chiffres officiels parlent autour de 10%, ainsi de suite. Mais c'est déjà beaucoup, même en Allemagne. Disons 10%, c'est déjà beaucoup. Donc, ce qui a été mon tout premier centre d'intérêt concernant cette technologie. Comment il faut résoudre ça? Et quand j'ai vu que la technologie offre cette possibilité de sécuriser cette chaîne-là de distribution-là, du fabricant jusqu'au moins à la pharmacie locale, voilà, c'était déjà pour moi un point de gain. Voilà, c'est comme ça, dans le cadre de mon travail, je me suis approché de plus en plus et au sein de la société où je travaille, DTCON, j'ai participé à la mise en place d'un comité technique pour explorer cette technologie et de créer une expertise au sein de la société, d'abord DTCON, mais aussi plus tard au sein du groupe Deutsche Telekom. Et c'est ainsi que nous avons créé ce groupe-là. Et actuellement, c'est dans tout le groupe Deutsche Telekom que nous poussons cette technologie-là pour la rendre plus accessible, plus compréhensible pour les gens. Voilà, c'est comme ça. Maintenant, en tant que Burkinabé qui vit ici depuis un certain temps, en Allemagne, je me frotte à des compatriotes, surtout dans le cadre de mes missions en Afrique. Je me frotte aux compatriotes burkinabés et autres nationalités qui m'ont amené à me dire que l'Afrique a un grand potentiel. Un grand potentiel, surtout au niveau de sa jeunesse, surtout au niveau de ses experts. Et il est nécessaire qu'il y ait une sorte de plateforme d'échange pour faciliter ce transfert de connaissances. Et c'est pourquoi, avec des amis au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire et puis dans d'autres pays, j'ai mis en place la West African Blockchain Community, qui est un groupe associatif et où on retrouve toutes sortes de personnes, tous ceux qui sont dans l'écosystème de l'économie numérique et qui peuvent être intéressés par cette technologie sont là. On a des policiers, on a des hommes de droit, des juristes, on a des gens comme on a policy makers, donc des décideurs politiques et les régulateurs, on a des techniciens, des développeurs, on a des entreprises, on a des opérateurs qui sont dedans. En fait, c'est toutes sortes. Nous sommes aujourd'hui un grand groupe qui tourne autour de plus de 90 membres à travers l'Afrique de l'Ouest. Et il y en a aussi quelques-uns qui nous sont intéressés à travers les pays comme Djibouti, et ainsi de suite. Donc, c'est pour dire que à base de ça, nous avons l'intention de vulgariser cette technologie, de faire connaître davantage cette technologie et de participer en tant que think tank à l'appropriation de cette technologie. C'est ça qui a été la base de la création de la West African Blockchain Community. Entre-temps, nous avons organisé un certain nombre d'activités. Nous planifions d'autres activités pour cette année et nous sommes en train de travailler avec un certain nombre d'institutions internationales comme ICANN et puis l'Organisation internationale de la francophonie. Et nous sommes en train, moi j'ai eu à diriger des formations en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, à Djibouti aussi, sur la technologie blockchain pour les femmes, surtout en Côte d'Ivoire, financée par l'Organisation internationale de la francophonie et puis le gouvernement ivoirien. Au Burkina Faso aussi, on a
des formations qu'on a eu à organiser pendant plusieurs années. Depuis 2017 jusqu'à 2020, on a chaque fois, au mois d'août, on a une session de formation de quelques... en fait, une session où les gens peuvent venir et participer à plus tard même à nos activités. Donc, voilà en fait ce que c'est que l'unité à ce niveau-là que j'ai pu mettre en place grâce à d'autres Burkinabés, à d'autres compatriotes africains pour pousser l'agenda de la technologie blockchain en Afrique, et particulièrement en Afrique de l'Ouest. Super, super. En tout cas, j'ai noté vraiment beaucoup de choses. On n'aura pas le temps de parler de tout cela, mais sûrement, c'est sûr qu'on va vous inviter une autre fois pour d'autres détails. Mais déjà, vous avez dit que vous avez découvert la blockchain à partir de Bitcoin. Et puis après, vous êtes allé, peut-être que c'est devenu Ethereum, parce que les applications. Ethereum, exact. Voilà, voilà. Et j'ai constaté qu'en Afrique, il y a une sorte de grande compétition actuellement de certaines blockchains, comme il y a Cardano qui est là, il y a Ethereum. Bon, Ethereum, on ne sent pas trop, mais il y a d'autres blockchains comme Celo, il y a Tezos. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette blockchain. Oui, je connais quelques-uns. Voilà, quelle est vos relations avec ces blockchains-là? Comment en fait travailler avec tout ce monde qui veut et entrer vraiment sur le continent africain? Bon, il faut dire que le grand souci avec ces institutions ou ces organisations, c'est que nous, c'est pas que je sais pas que je ne suis pas pour leurs entrées. C'est pas que je ne suis pas pour leur développement en Afrique. Mais moi, j'ai un souci particulier. Je veux que toutes sortes de technologies, toutes sortes d'approches vers l'Afrique aient une intégration des acteurs africains. Qu'est-ce que cela veut dire? Il n'y aura pas une solution, à mon avis, qui soit durable, qui ne prend pas en compte les jeunes experts qui sont sur place là-haut. C'est pourquoi j'ai eu quelques discussions avec un certain nombre d'organisations qui se sont approchés à nous pour voir comment ils peuvent passer par nous pour avoir accès à un certain nombre d'institutions. Tout ça, c'est avec un agenda extrêmement économique. Je n'ai rien contre, mais il est important aussi qu'on sache que nous, notre rôle, en tant qu'experts qui sont à l'étranger, qui ont eu à toucher à cette technologie dans la vie pratique, il faudrait que nous jouions notre rôle et nous essayons de filtrer les entrées. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut qu'il y ait une possibilité de transfert de compétences et de transfert de technologie. Je donne un exemple. J'ai travaillé avec une société d'Estonie. Je confonds toujours Lettonie et l'Estonie, je ne sais plus c'est lequel exactement, en tout cas le pays qui a le plus avancé en matière d'économie numérique. Et effectivement, c'est l'Estonie. Oui. L'Estonie, voilà, c'est l'Estonie, exact. Donc, j'ai eu à discuter avec eux sur la mise en place d'un certain nombre d'applications pour l'Afrique. Et nous sommes arrivés à un moment donné avec l'implication des autorités d'Estonie, nous avons pu quand même toucher un certain nombre d'États africains pour qu'il y ait vraiment une coopération aussi au niveau étatique. Parce que s'il y a cette coopération au niveau étatique, ces entreprises qui veulent aller vers l'Afrique auront aussi les capacités ou une voie libre pour un transfert de compétences et de technologies. Donc, c'est ce que moi je privilégie le plus. C'est-à-dire qu'il y ait une possibilité de transfert de compétences et de technologies. Sans ça, toutes les présences, ça serait une domination. Et nous n'allons pas profiter. Ce seront des applications qui seront ciblées. C'est pourquoi actuellement, on voit beaucoup plus que les applications blockchain qui sont sur le terrain. Il y a beaucoup qui s'orientent beaucoup plus vers la crypto-monnaie. Et parce qu'il y a un envouement énorme au niveau de l'Afrique de se faire rapidement l'argent avec ces crypto-monnaies. Donc, les gens vont vers cette application. Alors qu'il y a d'autres applications. Et le Ghana est un exemple avec Bitland, où il y a une gestion
moderne du cadastre qui permet de désamorcer des crises sociales. Tous les pays africains ont ce problème du cadastre. Tous les pays africains ont ce problème du foncier. Donc, ces genres d'applications, ce sont les mieux indiqués pour moi. Et malheureusement, bon, compte tenu de l'intérêt monétaire qu'il y a derrière, il y a des applications pour sécuriser la traçabilité des mines. OK, ça peut se comprendre, même si je me dis qu'il y a beaucoup plus d'autres, il y a d'autres priorités. Voilà. C'est surtout ça qui fait que j'observe avec une certaine réserve la rentrée d'organisation dans ce sens-là. Il y a quand même un pessimisme qui existe parce que, bon, on se dit que si, par exemple, les administrations publiques au Burkina Faso, par exemple, n'ont pas, c'est-à-dire, il n'y a pas eu une évolution côté informatisation, simplement. Vous voyez, ça, c'est parce que l'informatisation, c'est une étape. Et ensuite, il y a blockchain. Comment est-ce qu'on peut permettre, ou bien faire de telle sorte que, en fait, les Africains sautent carrément l'étape de l'informatisation pour aller vraiment à la blockchain? Comment il faut convaincre les décideurs politiques, parce que c'est eux, finalement, qui doivent prendre les mesures qu'il faut pour que, voilà, ce soit adopté au niveau de l'administration? Bon, alors, la première des choses que moi je dois dire, c'est une problématique générale. C'est une problématique générale qui concerne le développement de l'économie numérique de façon générale. Et j'avais cité dans une de mes conférences en Afrique là-bas, j'avais les éléments essentiels qu'on a besoin pour accélérer le développement de l'économie numérique en Afrique. Et un des problèmes essentiels ici, c'est l'infrastructure. Pourquoi je parle d'infrastructure? Imagine-toi, tu es un mineur basé là-bas, je ne sais pas, à Koudougou, avec une liaison Internet assez rudimentaire. C'est vrai que ça ne demande pas beaucoup de transfert de données, mais ça demande quand même une stabilité de trucs. En plus, il y a l'infrastructure, tout ce qu'il y a comme infrastructure critique, l'énergie, ainsi de suite. Nous n'avons pas tout ça. Vous voyez? Donc, si toute cette problématique de l'infrastructure n'est pas résolue, nous ne pouvons pas vraiment franchir une étape importante dans l'adoption de la technologie blockchain. L'informatisation, tu le dis, c'est une étape importante. Il faut que ça devienne le b.a.-ba de tout ce que nous faisons dans l'administration. Moi, j'ai eu à discuter avec, j'avais été consulté pour voir comment il faut informatiser le foncier burkinabé. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour des questions de confidentialité, mais l'un des premiers problèmes, comme tu le sais, si déjà dans les différentes mairies, les communes, c'est sur papier, on écrit telle personne a acheté tel terrain, c'est un problème. Si c'est un seul ordinateur qu'il y a dans la commune qui gère tout ça, c'est un problème. Donc, c'est bien juste ce que tu as dit. Il faut d'abord que nous encourageons les autorités, les décideurs de l'administration publique, les décideurs étatiques là, à comprendre qu'aujourd'hui, quand on parle d'analphabétisme là, nous avons un double problème. Nous avons l'analphabétisme de base qu'on connaît lire et écrire, et nous avons cet analphabétisme là dû au manque de l'outil informatique. Et c'est lui qui va être déterminant sur la progression de nos États, le développement de nos pays. Donc, c'est une étape qu'il faut faire comprendre aux gens. Et c'est pourquoi je pense qu'il est que vous continuez à cibler ces questions-là pour voir comment on peut avoir une certaine influence sensibilisatrice vis-à-vis de ces décideurs-là pour qu'ils prennent ça au sérieux. Parce que tant que ça, ce n'est pas résolu, nous n'allons pas nous en sortir.
vous allez avoir tout ce que vous avez comme plan de développement, des bonnes stratégies de développement, comme on l'a vu dans les différents, que ce soit au temps de Blaise Compaoré ou bien au temps de Roch-Marc Christian Kaboré, les différents plans de développement sont des plans pertinents qui peuvent créer vraiment quelque chose. Mais où ça coince souvent? Ce sont des leviers qui doivent être là nécessairement pour que le reste puisse suivre. Donc, ce qui fait que je trouve pertinente la problématique que tu as soulevée, et il faut travailler ensemble à ce qu'on sensibilise les gens pour qu'ils puissent aller dans ce sens. Voilà. Okay. En tout cas, on est en train d'avoir une conversation intéressante. On va peut-être poser quelques dernières questions parce que c'est intéressant, mais il faudra qu'on arrête à un moment donné. Mais si on prend le contexte africain en général, on constate que, et je pense que je l'ai dit au tout départ, les francophones, lusophones, anglophones, ils sont carrément à des niveaux un peu différents. Vous avez géré les zones francophones. Les trois zones linguistiques. J'ai trois zones linguistiques. Vous avez géré les trois zones. Donc, j'ai trois zones linguistiques. Des détails sur la raison de cette différence. Mais j'ai l'impression que les francophones et les lusophones sont un peu plus en retard par rapport aux anglophones. C'est ça. Mais qu'est-ce qui explique ça? Pourquoi ce gap entre ces trois zones linguistiques? Disons ces deux zones, si on peut les dire ainsi. Bon, moi, j'ai eu l'occasion, dans le cadre de mes missions en tant que directeur régional, donc j'ai eu l'occasion de toucher effectivement à ces trois zones. La zone lusophone avec le Cap-Vert, Mozambique, l'Angola, ainsi de suite. Et puis donc vous êtes allé au Mozambique? Je suis parti au Mozambique. J'ai été au Mozambique. J'ai super. Comment ça se passe là-bas. Et j'ai travaillé avec les autorités de régulation au Mozambique, le ministère de l'économie, disons des TIC là-bas aussi. Et je connais l'Angola aussi. Donc, c'est bien vu que ces pays, avec les pays francophones, sont en arrière. Ce que je peux dire, sur le plan des outils réglementaires, ces pays sont les mieux nantis. Ah bon? Sur le plan réglementaire, ces pays sont les mieux nantis. Mais c'est là aussi la discordance entre avoir des outils réglementaires en tant qu'État, pays en développement, disons. On met en place plein d'outils réglementaires qui ne sont pas forcément toujours pertinents. Voilà. Et qui dépendent d'un toilettage propre pour permettre, parce qu'il faut permettre aussi, comme les pays anglophones. Prenons le cas du Nigeria, la mise en place des pôles de technologie. Aujourd'hui, nous savons que le Nigeria, tous les grands, les GAFA, ou les big tech, comme on les appelle, tout le monde est intéressé à aller là-bas. Pas parce que le Rwanda, c'est la même chose. Tout le monde est intéressé à aller là-bas. Pas parce qu'il y a le grand nombre de la population. Ce n'est pas seulement ça. Il y a aussi le pragmatisme. Il y a aussi l'envie d'aller rapidement, la facilitation et dans l'approche. Mais il faut dire aussi, comme j'ai eu à le dire souvent des jeunes entrepreneurs start-up au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, vous ne pouvez pas aller développer une solution que vous voulez exporter et que la solution seulement soit en français. Vous écrivez tous vos TDR en français. Dans le domaine de la technologie, la langue première, c'est l'anglais. Donc, eux, ils ont cet avantage. La plupart des pays anglophones ont cet avantage que tous les outils, toutes les technologies, tous les codes, ainsi de suite, sont d'abord en anglais. Donc, ça fait que l'appropriation est plus facile. Nous devons travailler à aller dans ce sens-là. Le Rwanda, à partir du moment où ils ont dit l'anglais,
on a vu un bond en avant. Il y a de plus en plus de personnes de la Silicon Valley ou d'autres centres pôles technologiques comme la Corée du Sud, ainsi de suite, qui s'intéressent à ces pays-là. Parce que c'est plus facile pour eux. Donc, un investisseur dans un business angels ne va pas mettre son argent dans sur une start-up et il faut qu'il le overhead cost là pour la traduction, pour tout ce qu'il y a autour, ça va être tellement énorme que ce n'est pas la peine. Donc, il faut que nous passons à cette étape même si nous avons le français comme langage officiel, il faudrait que dans le domaine de la technologie, on renforce le dispositif pour que les gens puissent être à l'aise dans le domaine, dans la langue anglaise. Moi, j'ai toujours plaidé pour ça. Donc, moi, je pense qu'il est nécessaire que nous passons à ça. Ce n'est pas que nous allons nous laisser coloniser, mais il faut qu'il y ait un langage commun à tous les développeurs dans le monde, dans la technologie. Et ce sont c'est l'anglais. Voilà. Okay. En tout cas, je sais que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. C'est pas comment en Afrique francophone et lusophone, ils vont développer vraiment l'anglais, mais bon, on espère qu'ils vont faire de leur mieux, ou bien les jeunes vont peut-être s'intéresser plus à l'anglais. C'est peut-être ça. Je crois que ce qui va les motiver, c'est de plus en plus quand on amène les outils de financement pour leurs activités. Si ces outils de financement, on exige que le plan d'affaires soit en anglais et que les pitchs soient en anglais, ça va les encourager. Il y a de plus en plus de gens qui s'engagent dans ce sens et moi, je les encourage de continuer dans ce sens-là parce que dès que les idées sont souvent de très bonnes idées. Les idées de start-up, ainsi de suite, je crois que rarement de pays sont avancés dans le domaine de bonnes idées, d'idées innovatives, plus que l'Afrique, les pays francophones. Il y en a beaucoup, beaucoup. Maintenant, le taux d'adoption et d'implémentation est très bas parce qu'il y a les financements qui manquent. Mais pourquoi souvent il y a le financement? Parce qu'ils ne peuvent pas mettre ça sur les plateformes internationales de financement. Voilà. Et ça, il faudrait qu'ils aillent dans ce sens-là et faire de notre zone, de nos pays francophones, des pays champions en innovation. Nous avons les moyens, nous avons même les idées. Voilà. Et si on permet aussi une interconnexion, et ça, j'encourage, c'est ce que je dis toujours, j'encourage nos pays, nos jeunes à aller au-delà, comme les Camerounais, avec, je crois, comment ça s'appelle encore, ils ont un truc là de high-tech là, qui va au-delà, qui va vers les Kenyans, les Nigérians, ainsi de suite, pour créer une sorte d'ensemble au-delà de la langue pour communiquer. Et ça, je pense que si on arrive à faire que ça devienne tache d'huile, que les Burkinabés se joignent à cette plateforme, que les Ivoiriens se joignent à cette plateforme, ainsi de suite, ça va être un grand avantage. Peut-être une dernière question. Comment faire de telle sorte que voilà, la blockchain soit vraiment adoptée de façon massive en Afrique? Quels sont finalement ce qu'il faut faire? Bon, d'abord, la blockchain, pour qu'elle elle est un peu abstracte pour les gens. Parce que c'est une technologie qui est infrastructurelle, d'abord. Et il faut maintenant qu'on trouve des solutions pour l'utilisateur final. Et c'est ça, nous, on dit dans notre communauté ouest-africaine, là, on dit il faut que nous encourageons les développeurs qui sont dans notre communauté et les autres. Il faut que nous les encourageons à mettre en place des applications qui puissent être palpables pour l'utilisateur. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait, je pense aussi qu'il y a des applications, des problématiques en Afrique, là, dans nos zones là, qui sont tellement critiques et qu'on peut facilement résoudre avec la technologie blockchain. Je vais donner un exemple. L'exemple, par exemple, dans
comment on appelle ça, dans l'authentification des documents, les diplômes. Empêcher que les diplômes soient falsifiés. Nous, au niveau de notre communauté blockchain, nous avons une initiative on travaille ensemble avec une société qui est malheureusement une société qui n'est pas africaine, et pour mettre en place une plateforme qui va amener, on va discuter avec le CAMES ensemble, ainsi de suite, pour que toutes les universités qui sont affiliées au CAMES puissent authentifier, créer ce tampon-là, ce sticker-là sur leur diplôme, pour que les diplômes puissent être automatiquement, pour chaque utilisateur, authentifiés. Pour que ça va prendre du temps, c'est clair, nous allons commencer petit, mais nous voulons qu'on arrive, par exemple, avec ça, à lever ce problème-là de diplôme falsifié. C'est vrai que nous touchons à un problème qui est peut-être critique, que les gens forcément ne veulent pas adresser, mais c'est quelque chose qu'il faut commencer. Ensuite, je pense que si nous arrivons à résoudre le problème du foncier, nous arrivons à attaquer ça avec la technologie blockchain qui offre toutes les possibilités, c'est-à-dire on n'est même pas obligé de créer de grandes infrastructures pour ça. On met en place quelques choses là pour une petite infrastructure pour ça. Et on fait en sorte que les notaires, les communes, ils aient des terminaux pour faire enregistrer les trucs là sur cette chaîne-là, comme cela se fait au Ghana, où les landlords sont les gens qui enregistrent les trucs là sur leur chaîne de Bitland là. On fait la même chose. Et quand les gens vont se rendre compte qu'avec ça, on est en train de désamorcer une crise, une bombe sociale, et que j'achète mon terrain, je n'ai plus besoin de craindre qu'il y a peut-être le terrain a été déjà vendu à 3 reprises à quelqu'un d'autre, et qu'il y a 3 ou 4 comment on appelle ça, permis urbains PUH qui sont distribués, ça va peut-être donner une autre image de la technologie. Mais je crois que le problème essentiel, c'est de trouver des applications qui puissent être utilisées par le consommateur final. Et là, je pense qu'une application pour ça pourrait être la lutte contre les faux médicaments. C'est-à-dire que des applications qui font en sorte que quand je me retrouve devant la pharmacie, que j'ai avec soit mon smartphone ou bien les codes USSD là, USSD là, des opérateurs, que je puisse vérifier l'authenticité de ce médicament. Je pense que si on arrive à ce niveau, ça va faciliter les choses. Il y a la crypto-monnaie qui est là, mais c'est un exemple que je n'aime pas toujours donner, parce qu'il y a beaucoup d'effets négatifs derrière. Voilà. En tout cas, les développeurs sont interpellés ici à vraiment créer les applications qu'il faut, des applications utiles et adaptées au continent pour que voilà, la blockchain ait une image qui soit intelligente. Voilà, c'est ça. En tout cas, voilà, vraiment merci beaucoup, M. Larba. Vous avez donné beaucoup d'informations qui, je suis sûr que celui qui va écouter ça aura une autre idée de la blockchain. On a fait sûrement plus de 30 minutes, on a dépassé le temps. Mais je suis sûr que les gens ne m'en voudront pas, ce n'est pas un problème. Je vais vous laisser la parole pour peut-être le mot de la fin. Voilà, vous allez dire quelque chose, vous adresser à qui vous voulez, vous avez largement le temps pour ça. Donc voilà, je vous laisse la parole. Alors, moi, d'abord, je voudrais saluer cette initiative développée par vous, parce que je suis très content parce que c'est de Taïwan que tu pilotes cette initiative, et ça montre que nous avons des valeurs sur lesquelles il faut compter. Et moi, j'interpelle s'il y a des décideurs politiques et de tout genre, administratifs, qui écoutent ton podcast, que les gens encouragent des initiatives comme la tienne, qui n'a pour objectif que de permettre un transfert de technologie et de connaissances.
Tu aurais pu te faciliter la tâche en restant ce dimanche-là, sortir, aller jouer au volleyball, je ne sais pas quoi, faire une belle vie, mener une belle vie là-bas à Taïwan, qui est un beau pays, qui offre beaucoup. Faire ton commerce si tu veux, mais tu as décidé d'encourager, de permettre à ce qu'il y ait un transfert de connaissances à travers le monde. Tout ce que tu connais comme expert qui peuvent apporter quelque chose, tu les contactes. Moi, je salue cette initiative et je lance un appel aux décideurs, quelle que soit sa position, d'encourager cette initiative et d'apporter l'appui qu'il faut. Ça, c'est la première des choses que je veux lancer. Ensuite, je vais lancer un appel aux experts de la diaspora et à nos jeunes entrepreneurs, start-up et à nos jeunes développeurs qui sont restés en Afrique là-bas, pour les demander d'aller vers ces genres d'initiatives-là et d'apporter aussi leur appui et d'écouter, d'échanger, d'apporter leur contribution, que ce soit technologique, de développeurs, de modèles d'affaires, ainsi de suite, de partager avec les autres à travers ta plateforme-là pour on puisse créer une masse critique. C'est la masse critique qui fait créer le développement. Ce n'est pas des initiatives individuelles qui font créer le développement. Donc, je lance un appel à tous ces gens, aux autres experts qui sont dans la diaspora, de se rendre disponibles quand tu vas les contacter et d'aller vers toi pour partager leur expérience qu'ils ont pu accumuler pendant leur séjour ici et qu'ils accumulent encore, de partager ça. Ça ne fait que profiter à nos États, à nos populations, nos vieilles mamans qui sont restées au village là-bas et nos vieux papas, nos frères et sœurs, tout ça, c'est pour eux que tu engages une telle initiative. Et ça, j'insiste là-dessus et j'espère que ma petite contribution va peut-être aussi apporter ce petit quelque chose-là qu'on a besoin. Voilà, je te dis encore merci et je reste disponible pour tout. Dans d'autres choses, je suis dans plein d'autres... Tu peux t'approcher avec nous, notre communauté. Je peux te mettre dans le groupe pour que tu puisses suivre les développements que nous avons. Et en tout cas, je lance un appel à tous ceux qui sont intéressés de nous toucher. Et je vais te laisser les informations sur notre groupe pour qu'en cas de nécessité, tu puisses les mettre sur ton YouTube, ton canal YouTube, pour que tu laisses les informations, les liens que les gens peuvent utiliser pour nous contacter, les adresses mail, et ainsi de suite. Et nous sommes disponibles, nous sommes un groupe ouvert, c'est toutes sortes d'âges, de compétences. Toute contribution est la bienvenue. Voilà. Merci beaucoup. Voilà. Merci, monsieur Lava. C'est vraiment un plaisir de vous entendre. Encourager vraiment la chaîne. C'est vrai que c'est pas facile. On ne fait pas ça pour l'argent. Il n'y a rien qui rentre, tout. C'est vraiment la passion de la chose. On aimerait bien que les gens aussi sachent certaines choses. Donc, vraiment, merci. Et vous avez bien dit, vous avez bien fini le podcast. Je vous remercie encore d'avoir accepté cette invitation. Et je promets de vous inviter encore une autre fois. Peut-être lorsque vous aurez une activité, on pourra peut-être profiter de la prochaine activité que vous aurez pour parler encore plus de blockchain, une prochaine formation, on ne sait pas, on verra bien. Voilà, merci encore. On va rester en contact. On reste en contact. Et je vous souhaite une bonne soirée là-bas en Allemagne. Et puis bon, voilà, merci beaucoup. Merci Rodolphe, merci.